Donc, bienvenue à ce webinaire donc, du coup, du FIPHHP Île-de-France consacré du coup aux passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. J'ai le plaisir de pouvoir animer cette session qui normalement se clôturera à 11 heures. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire. Hop. Je valide les derniers entrants et puis après, on va pouvoir débuter tranquillement notre présentation. Alors, peut-être pour débuter ce webinaire, c'est de rappeler les règles du jeu. Hop là. Donc, vous pouvez laisser vos caméras, c'est comme vous le souhaitez, mais comme je vous l'ai indiqué, le webinaire sera enregistré. Donc voilà, si vous souhaitez laisser vos caméras, pas de problème. Par contre, ce que je vous demande, c'est de ne pas laisser vos micros si vous n'intervenez pas, afin que tout le monde puisse avoir une bonne qualité d'écoute. Et puis, pensez du coup aux personnes qui seront en replay. L'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment entendre l'entièreté des propos des participants. Et puis, du coup, on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est de laisser vos questions dans le fil de discussion ou du coup d'intervenir à l'oral quand ce temps d'échange aura lieu. Les intervenants de ce matin, nous allons du coup être 4 à intervenir. Donc, je vais laisser la parole à Maëlys Boxberger pour qu'elle puisse se présenter. Merci Gladys. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Maëlys Boxberger, chargée de développement territorial pour le FIPHFP en Île-de-France avec Mohamed Ayadi. On vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur les passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire et que chacun puisse trouver des pistes et des solutions puisque vous savez, l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est vraiment une des priorités du FIPHFP et qu'il peut exister des dispositifs financiers et des dispositifs afin que cette passerelle puisse réellement exister avec des exemples concrets. C'est pourquoi Gladys va nous présenter les 2 intervenants, dont Madame Lacrose, la directrice de l'ESAT Henri Marsoulan, et puis la DRH de la ville de Logne, qui aura, je crois, des illustrations à nous proposer. Très bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Maëlys. Donc, en effet, on a la chance aujourd'hui de pouvoir recueillir la parole de Émile Lacrose, donc qui va du coup être notre témoin côté milieu protégé, et Elisabeth Pereira, notre employeur public qui a bien souhaité nous partager son expérience sur les passerelles qu'elle a pu mettre en place. Elles auront la parole du coup dans un second temps dans le cadre de ce webinaire pour nous expliquer un petit peu comment peut se passer ce processus. Donc moi, je suis Gladys Corveau, donc je suis animatrice du réseau Handipact Île-de-France. Je serai du coup la présentatrice de ce webinaire. N'hésitez pas du coup à me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si je n'ai pas la question à l'instant T, je n'hésiterai pas au moment de vous renvoyer le lien du replay et la présentation de vous répondre voilà, aux questions que je n'aurais pas ou je n'aurais pas eu la réponse en direct. Le programme de cette matinée, de cette heure et demie d'échange, tout d'abord, tout savoir sur le milieu protégé ou adapté, parce que on entend souvent le mot STPA, le mot ESAT, EA, mais on ne sait pas forcément de quoi il en retourne. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous donner un premier niveau d'information sur ce secteur. Et puis après, on fera un zoom sur les ESAT, et c'est notamment là où Émilie Lacrose pourra intervenir pour vraiment nous outiller sur ce domaine des ESAT, qui est souvent très méconnu. Donc voilà. Et puis, on terminera du coup ce webinaire par un retour d'expérience du coup d'Elisabeth Pereira qui nous expliquera comment elle a pu mettre en œuvre justement ces passerelles. Voilà, quelles étapes elle a pu mettre en place, peut-être les freins, les difficultés ou les réussites qu'elle a pu connaître. Et donc, on terminera ce webinaire par des questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous disais, vous pouvez écrire
vos questions-réponses dans le fil de discussion ou du coup prendre la parole en fin de webinaire. Comme je vous le disais, on va débuter par la partie, on va dire, un peu théorique de ce qu'est le milieu protégé ou adapté, le fameux STPA. Donc, le secteur protégé ou adapté regroupe les établissements et services d'aide par le travail, donc les fameux ESAT, les établissements adaptés, donc les entreprises adaptées, et aussi les travailleurs indépendants handicapés, les TI. Ces différents organismes permettent, depuis la loi de 2005, aux employeurs publics et privés, du coup, de répondre à leurs obligations d'emploi au travers, du coup, de ces prestations. Pendant très longtemps, la sous-traitance à ce secteur permettait aux employeurs publics de pouvoir répondre à hauteur de 50% de leurs obligations d'emploi. Mais on va le voir, l'évolution législative de la loi de 2020 a un peu changé la donne. Et donc, du coup, on verra aujourd'hui comment faire appel au secteur adapté protégé peut contribuer, du coup, à la réponse à votre obligation d'emploi. Pour débuter, les ESAT, donc les établissements de services d'aide par le travail, ce sont des établissements médico-sociaux qui vont permettre à des personnes en situation de handicap, qu'on appellera bénéficiaires ou usagers, de travailler, bien qu'ils aient une capacité réduite de travail. Donc, ça leur permet d'avoir, excusez-moi, je fais rentrer les personnes. Ça va leur permettre du coup d'avoir une activité professionnelle et donc d'être intégrés dans le monde social au travers de cette activité. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans le cadre d'un ESAT, on a un accompagnement qui est proposé aux usagers qui a 3 dimensions. Un accompagnement médical, parce que très souvent, les situations de santé des usagers nécessitent un accompagnement médical renforcé, un accompagnement social et également un accompagnement éducatif. On va notamment essayer de lever les freins périphériques à l'emploi, tels que des problématiques de logement, la mise en place de tutorat, la formation, l'éducation. Voilà, l'objectif de ces ESAT, c'est vraiment d'accompagner de manière 360 du coup les usagers. Mais pour le coup, Emeline Lacroze vous l'expliquera encore mieux quand du coup elle fera le zoom sur les ESAT. L'orientation vers un ESAT se fait donc pour une personne en situation de handicap par la maison départementale du handicap, enfin, des personnes handicapées, donc la fameuse MDPH. Du coup, l'orientation se fait à ce moment-là. Ce que je vous propose, du coup, c'est de regarder une vidéo qui va vous présenter ce que sont les ESAT. Le droit au travail pour tous. Pourquoi nous avons la conviction que le travail en ESAT est vital et inclusif pour les personnes en situation de handicap les plus éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, 500 000 hommes et femmes en situation de handicap sont au chômage. Tous ne trouveront pas leur place dans le milieu ordinaire du travail. La mission des ESAT est d'abord de créer une valeur ajoutée sociale. Ce sont des structures de travail inclusives. 120 000 personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi ont un travail pérenne grâce à 1500 ESAT. Ils conjuguent emploi, lien social et santé. Les personnes y trouvent un lieu d'échange. Les ESAT proposent des repères et favorisent une meilleure santé, notamment mentale, par une réhabilitation psychosociale. Ils proposent des activités professionnelles diversifiées. Elles sont adaptées aux capacités de chacun. Ils s'occupent de formation professionnelle et de soutien à l'autonomie et à la participation sociale. Plus de 10% du temps de travail est ainsi consacré à ces actions. Ils s'engagent pour des parcours professionnels individualisés. Ils vont du maintien au travail pour les plus fragiles à l'insertion en milieu ordinaire pour une petite minorité. Les ESAT créent aussi une valeur ajoutée économique locale. Ils portent des secteurs d'activité variés et pertinents. 8 métiers distincts sont en moyenne proposés. Ils sont au cœur de leur territoire.
Ils contribuent à l'efficacité de la dépense publique. Ils constituent des partenaires privilégiés de la RSE. Les ESAT sont des acteurs fiables, pertinents et complémentaires. Notre ambition pour l'avenir. Que les personnes en situation de handicap les plus éloignées de l'emploi demeurent au cœur des préoccupations. Et pour cela, nous, ESAT, affirmons oui à une société où les ESAT seraient une solution inclusive. Oui, garantissons un emploi sans sélection lié à des critères de productivité. Oui, renforçons les droits des travailleurs. Oui à une démarche d'amélioration. Oui, créons de véritables passerelles avec le droit commun. Oui, favorisons les achats responsables. Oui, engageons des partenariats durables. Par une démarche volontariste et une ambition renouvelée, progressons plus encore tout en restant fidèles aux valeurs et à la mission première qui nous a été confiée. Voilà pour la présentation des ESAT. Et donc, le deuxième acteur du secteur protégé ou adapté, c'est les entreprises adaptées. Donc, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises qui ont une utilité sociale, bien qu'elles aient, comme toute entreprise, une nécessité économique. Elles doivent produire de la valeur ajoutée, elles ont surtout une utilité sociale et elles ont la particularité d'employer à minima 55% de travailleurs en situation de handicap. Donc, ça veut dire que dans ces entreprises, vous allez retrouver, notamment sur toute la partie productive, créatrice de valeur, 55% de leur effectif en situation de handicap. Ces entreprises, elles sont forcément régies par le Code du travail et les travailleurs en situation de handicap ont le statut de salarié. Là où dans le cas de l'ESAT, ils avaient un statut d'usager. L'orientation vers ces entreprises pour les personnes en situation de handicap se fait également par la maison départementale des personnes handicapées. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui va vous expliquer ce qu'est une entreprise adaptée et quel type de prestations elle peut proposer. Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée ? On peut la qualifier d'entreprise inclusive car elle adapte le contexte et l'environnement de travail à la diversité des types de handicap de ses collaborateurs. Elle trouve son origine dans le principe de compensation. Mais compenser, ce n'est pas assister, c'est adapter, aménager, pondérer et agir pour établir l'équité d'accès à l'emploi. Elle permet à des salariés reconnus travailleurs handicapés de trouver un emploi, favoriser la mise en œuvre de son projet professionnel, valoriser et développer ses compétences en vue d'une évolution au sein de l'entreprise adaptée ou quand il le souhaite vers un autre employeur. Aujourd'hui, ce sont près de 800 entreprises qui se mobilisent pour apporter une réponse au défi social de l'emploi des personnes en situation de handicap. Depuis 2019, le nouveau cadre accroît l'optique inclusive du modèle et reconnaît l'expertise des entreprises adaptées pour renforcer l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs dans leur parcours professionnel. Les entreprises sont-elles soutenues par l'État ? Derrière les entreprises adaptées, il y a une autre idée de l'économie et des priorités humaines qui traversent notre monde. En s'engageant à employer 55% de travailleurs handicapés, elle bénéficie d'un soutien de l'État, un système de compensation des conséquences du handicap et de financement des actions engagées pour les adaptations des contextes liés à leur emploi et à la réalisation de leurs projets professionnels. Quelles sont les démarches pour intégrer une entreprise adaptée ? Il faut au préalable être titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une RQTH. Le travailleur handicapé peut alors passer par Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, ou entrer directement en contact avec l'entreprise adaptée. Quel est le statut du salarié ? Le travailleur handicapé peut obtenir un CDI, un CDD, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il bénéficie des mêmes droits et statuts que les salariés de droit commun. Et d'ici fin 2022, tout en développant la diversité des publics, l'objectif est de doubler le nombre de salariés en situation de handicap dans les entreprises adaptées et de partager leur culture et leur modèle inclusif à l'ensemble des employeurs. C'est ça, le cap vers l'entreprise inclusive. Alors, vous l'aurez compris, les entreprises adaptées sont des acteurs à part entière du coup, de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce sont donc potentiellement des partenaires avec lesquels, en tant qu'employeur public, vous allez travailler, tout comme les ESAT. Il y a un troisième partenaire avec lequel vous pouvez travailler, alors qui est moins fréquent, parce que du coup, souvent,
parce que vous êtes employeur public, vous êtes soumis à des marchés, mais pour le coup, vous pouvez intégrer ces partenaires, notamment dans vos rédactions de clauses sociales ou de marchés réservés. Ce sont les travailleurs indépendants handicapés, les TI, qui sont en fait des entrepreneurs en nom propre ou dirigeants majoritaires d'une société qui vont disposer d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, en fait, de fait, leur statut de travailleur handicapé va leur donner, du coup, le statut de TI. Ce statut il va permettre aux clients de ces structures de répondre à leurs obligations d'emploi dans la même logique que le recours aux ESAT ou aux entreprises adaptées. Ce sont des acteurs qui sont souvent méconnus parce que, du coup, existant depuis, en tout cas étant reconnus depuis peu, depuis 2014. Mais pour autant, ça peut être des acteurs qui vont notamment pouvoir transmettre une expertise sur certains sujets. Par exemple, on constate souvent que le niveau d'études des TI est souvent plus élevé que l'ensemble des travailleurs en situation de handicap. Et on va notamment retrouver les TI dans des métiers comme la communication, le conseil, l'informatique, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça peut être du coup des partenaires avec vous, employeurs publics, notamment pour répondre à certaines demandes. On a parlé du coup de ces trois acteurs du secteur protégé ou adapté, et ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est leur place dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, comme je vous le disais, la loi a évolué, et notamment la loi pour choisir son avenir professionnel a modifié l'impact de la sous-traitance dans le calcul de la contribution, versée par les employeurs. Et donc, du coup, alors qu'avant, le STPA, donc le secteur protégé ou adapté, était compris dans le calcul du taux d'emploi, aujourd'hui, il vient en déduction de votre contribution. Donc, ça change un peu la donne, hein, ce choix du législateur de faire évoluer ce mode de calcul. C'était aussi d'impliquer peut-être plus fortement les employeurs à faire appel à recruter des gens en propre des personnes en situation de handicap, mais aussi à faire appel d'une manière différente au secteur adapté protégé pour répondre à leurs obligations d'emploi. Donc, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que quand vous faites appel à un ESAT, à une EA ou à un TI, vous allez valoriser dans votre contribution 30% du coût de la main-d'œuvre. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis surtout, ça permet aux entreprises adaptées aux EAT et aux TI aussi de monter en qualité, de monter en compétences et peut-être aussi de diversifier le panel de prestations données pour du coup répondre encore plus aux besoins des employeurs publics et privés. Pour travailler avec ce secteur qui représente plus de 200 filières, donc on a souvent une idée très préconstruite de ce secteur, souvent très rattachée à la restauration, aux espaces verts, à la petite imprimerie. Mais en fait, ça va être très large. On peut avoir des cosmétiques, du recyclage, des prestations intellectuelles, de la communication, de l'informatique en termes de prestations. Donc, c'est vraiment un large panel. Et pour faire appel du coup à ce secteur, il y a trois manières du coup de formaliser la collaboration: le contrat de fourniture, le contrat de sous-traitance et la mise à disposition de personnel. Et sur ce dernier point, on va du coup rentrer un peu plus dans le détail avec Emeline Lacroze. Et donc, la question qu'on peut se demander, c'est comment faciliter la passerelle, le chemin du secteur protégé ou adapté vers le milieu ordinaire, et notamment dans le secteur public, comment on peut faciliter le recrutement de ces personnels. Eh bien, on a 4 possibilités. La première possibilité, c'est forcément le recrutement par la voie contractuelle au titre du handicap, donc le fameux article 38, qui va permettre du coup d'aller sourcer, d'aller repérer des collaborateurs, des AD, 2A ou des TI,
et de leur proposer un CDD, un CDI en vue de les titulariser au terme de ce contrat. Vous allez aussi avoir l'apprentissage, la titularisation des apprentis BEE. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très souvent, les personnes en situation de handicap ont un niveau d'études inférieur à l'ensemble des actifs. Donc, le fait de passer par l'apprentissage, ça va leur permettre du coup d'apprendre de nouveaux métiers, de monter en compétences, de développer de nouvelles connaissances. Et le fait de passer par l'apprentissage, à la fin de ce cursus, vous aurez la possibilité, via l'article 91, de titulariser du coup ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi sans le concours, bien sûr, si tant est qu'ils ont les compétences et qu'il y a un poste qui corresponde à leurs compétences. Vous avez le CDD tremplin, donc là qui va plutôt s'opérer avec du coup les entreprises adaptées. Le CDD tremplin, donc qui est un CDD généralement d'une durée de 6 à 24 mois et qui va permettre à une entreprise adaptée de travailler la professionnalisation ou en tout cas le projet professionnel d'une personne en situation de handicap et lui permettre d'avoir des immersions au sein d'employeurs publics pour découvrir, par exemple, le métier d'agent de maintenance au sein d'une structure publique, le métier d'agent d'accueil, le métier peut-être d'assistante maternelle, voilà. Et ça va permettre du coup de valider à la personne en situation de handicap, de valider son projet professionnel, tout en bénéficiant d'un accompagnement socio-professionnel fort, puisque le propre des entreprises adaptées et plus généralement du secteur adapté protégé, c'est de pouvoir travailler à la fois sur les freins périphériques de l'emploi, mais aussi sur l'accompagnement professionnel de ses collaborateurs. Enfin, la dernière possibilité, le parcours emploi compétences, qui est en fait un contrat aidé qui va permettre à l'employeur du secteur public de recruter une personne en CDD et en CDI et de l'accompagner dans sa montée en compétences et dans la validation de son projet professionnel. Donc, vous le voyez, il y a des possibilités de faire des passerelles entre le secteur adapté, protégé ou adapté et le secteur public. Et l'objectif, c'est de voir comment vous pouvez capitaliser sur des acteurs qui vont vous accompagner à faire le lien avec ces publics-là, que ce soit du coup les acteurs forcément eux-mêmes, mais aussi ça peut être l'aide de Cap Emploi, du Pôle emploi, de certaines associations qui vont pouvoir vous aider à repérer ces publics. Conscient de vouloir favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap venant du secteur adapté protégé, le FIP a mis en place des aides pour inciter les employeurs à recruter du coup ce personnel. Je vais vous en citer 3, mais il y en a plein d'autres. Vous avez notamment l'aide numéro 8, qui est un accompagnement socio-pédagogique. Cette aide va permettre à l'employeur de bénéficier d'une prise en charge des frais d'accompagnement socio-pédagogique spécifiques aux personnes en situation de handicap en apprentissage, en contrat pacte, en contrat aidé. Et l'objectif, c'est vraiment de créer les conditions de réussite à l'insertion dans le milieu professionnel. Donc, cette aide, elle va durer pendant toute la durée du contrat et elle peut aller jusqu'à 520 fois le SMIC horaire brut. Donc, voilà, c'est une aide qui peut être parfois facilitante. Vous avez aussi une prime à l'insertion durable. Donc, ça, c'est l'aide numéro 9. Et cette aide, elle va permettre de favoriser l'insertion durable des apprentis, des contrats aidés, des services civiques, et notamment en permettant aux employeurs de bénéficier d'une prime de 4 000 € s'ils proposent un contrat à durée indéterminée ou une titularisation à des personnes en situation de handicap. La dernière aide que du coup, je voulais mettre en valeur, c'est la prime à l'insertion vers le milieu ordinaire. Donc là, pour le coup, c'est une aide qui est versée à l'employeur pour faciliter une entrée progressive sur le marché du travail des travailleurs en ESAT. Et du coup, ça leur permet d'avoir la possibilité de cumuler une activité professionnelle à temps partiel en ESAT avec un contrat de travail auprès d'un employeur public et cette aide, elle est de 2 000 €.
Donc, vous voyez, le FIP a vraiment pris le sujet en main. Il met en œuvre, bien sûr, plein d'autres aides, que ce soit le financement de formation, des adaptations du poste de travail. Et donc, l'objectif, c'est de vous, employeurs publics, d'à la fois de mobiliser ces aides, de vous faire accompagner par des acteurs du service public de l'emploi et surtout de repérer les bons partenaires dans le secteur protégé ou adapté qui vont vous permettre d'aller repérer des publics qui vont correspondre à vos besoins ou en tout cas qui sont potentiellement évolutifs sur les métiers que vous visez. Ce que je propose, c'est de passer la parole du coup à Emeline Lacrose qui va du coup nous présenter les partenariats qui peuvent être possibles entre les ESAT et les employeurs publics. Emeline, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis directrice de 3 établissements publics médico-sociaux. Donc, j'ai une double casquette. J'ai une casquette employeur public, comme vous tous, puisque je suis voilà, directrice de ces 3 établissements et donc chef d'établissement et gérant le personnel, gérant mon obligation d'emploi. Mais j'ai également la casquette liée à la mission des établissements que je dirige, qui est une mission d'accompagnement de personnes en situation de handicap, donc des enfants qui sont accueillis en institut médico-éducatif, mais également un ESAT public qui est situé à Montreuil et qui accompagne 270 travailleurs en situation de handicap. Les ESAT publics, par rapport à l'ensemble des ESAT, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours connus, hein, mais on a souvent une histoire avec des créations d'établissements anciennes. L'ESAT de Henri Marsoulan que je dirige à Montreuil est fondé depuis les années 1898, donc souvent sous l'impulsion d'élus. Hein. À l'époque, c'était un conseiller départemental de la Seine. Donc, on a été créé aussi par… voilà, souvent, les ESAT publics sont très anciens et ont été créés à ces époques-là. Alors que les ESAT associatifs ont parfois une existence plus récente suite au mouvement associatif dans les années 60-70. Donc, il existe des ESAT associatifs et des ESAT publics. Et je suis contente de témoigner aujourd'hui parmi vous pour vous exposer un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent de travail et de partenariat dans le secteur public entre des ESAT et des administrations, différentes administrations. Alors, avoir recours à un ESAT, ce n'est pas uniquement acheter des marchandises et acheter des prestations. Et le partenariat avec un ESAT peut conduire à des insertions et des parcours d'insertion en milieu ordinaire, des parcours individuels. Vous l'avez bien compris, la différence fondamentale entre un ESAT et une entreprise adaptée, entre le secteur adapté, entreprise adaptée, et le secteur protégé, le secteur des ESAT, c'est finalement le statut des travailleurs. En ESAT, nous accueillons des travailleurs qui sont considérés par le Code de l'action sociale et des familles comme ayant en moyenne, alors c'est une définition qui date un petit peu et qui mériterait d'être révisée, mais en moyenne, un tiers de capacité par rapport à la jauge d'une capacité de travail classique. À ce titre, les personnes qui sont accompagnées en ESAT nécessitent un accompagnement renforcé, mais qui produit de très beaux effets et qui permet de réaliser de très belles prestations. Et c'est à ce titre-là, parce qu'il y a besoin d'une compensation particulière, que les établissements sont des établissements médico-sociaux financés par l'assurance maladie. Donc, on a vraiment ce financement de l'assurance maladie via les agences régionales de santé pour accompagner et renforcer l'accompagnement de ces personnes qui ont un vrai potentiel grâce à cet accompagnement. Donc, finalement, quelles sont les passerelles possibles individuelles, hein, puisque là, je ne parlerai pas de toutes les prestations ou les achats que vous pouvez faire en ESAT. Hein. À ce titre, vous aurez accès dans le diaporama et dans le diaporama qui vous sera envoyé après le webinaire à un certain nombre d'annuaires qui existent de différents groupements, notamment, ils vous seront présentés un peu plus tard, mais vous avez la possibilité d'accéder à des annuaires regroupant l'ensemble des ESAT et des EA qui vous permettent de trouver la référence, la prestation, le secteur d'activité qui vous convient. Donc ça, c'est un élément classique d'avoir recours aux ESAT et aux EA, mais aujourd'hui, ce webinaire est consacré finalement au parcours individuel et comment
intégrer durablement, employer durablement des personnes et les recruter sous les différentes modes de contrat qui vous ont été présentés. Donc, on peut partir des deux catégories de partenariats que vous pouvez commencer à construire avec des ESAT, et je vais vous expliquer comment, après, cela pourrait déboucher sur des intégrations et des recrutements directs. Alors, vous pouvez avoir recours aux ESAT par des prestations de services. Qu'est-ce que c'est une prestation de service et quelle est la différence finalement avec une mise à disposition individuelle? Une prestation de service, c'est que vous achetez un service à l'ESAT. Alors, on va rester sur la slide. Du coup, je n'ai pas encore présenté. Voilà, une prestation de service, c'est vous achetez une prestation donc, de service à l'ESAT. Et c'est l'ESAT qui, et cette prestation de service peut être réalisée et souvent réalisée dans le cadre de l'entreprise qui commande ou l'administration qui commande ce service. Mais la prestation de service est réalisée sous l'autorité d'un moniteur qui vient finalement organiser le travail des travailleurs des ESAT. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement, il y a une responsabilité des ESAT sur l'organisation du travail. Et donc, souvent, les travailleurs qui interviennent dans les administrations ou dans les entreprises en prestation de service sont encadrés par un moniteur. Alors, pas forcément en permanence toute la journée, mais à minima, en tout cas, le travail est décliné, organisé par le moniteur. La différence avec une mise à disposition individuelle, c'est que la responsabilité de l'entreprise qui accueille le travailleur en mise à disposition individuelle, c'est que c'est l'entreprise ou l'administration qui donne le travail à faire au travailleur des ESAT. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre le travailleur et l'entreprise ou l'administration. Donc, on voit bien qu'il y a déjà une gradation entre une prestation de service et une mise à disposition individuelle ou collective. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont mises à disposition dans une administration. Mais il est possible de démarrer avec une prestation de service en faisant appel à un ESAT pour des prestations, ça peut être des prestations bureautiques, des prestations d'entretien, tout type de prestations. Et je rappellerai tout à l'heure le large panel d'activités des ESAT. Et donc là, on est bien sur un travail qui est finalement organisé par l'ESAT, délocalisé au sein de l'entreprise de l'administration, mais sous l'autorité de l'ESAT dans l'organisation, le qui fait quoi, etc. Donc, l'entreprise est en lien avec le moniteur de l'ESAT, avec l'ESAT. Et la possibilité de basculer quand on voit que c'est possible et qu'il y a finalement des possibilités d'aller un peu plus loin dans ce partenariat avec un ESAT, de basculer sur des mises à disposition individuelles, où là, l'entreprise ou l'administration s'engage un peu plus vis-à-vis d'un travailleur nommément désigné pour pouvoir finalement, tout en gardant le statut de travailleur des ESAT, être le donneur d'ordre, être l'entité qui donne le travail. Voilà. Il y a toujours dans le cadre de la mise à disposition individuelle le soutien de l'ESAT, le soutien d'un moniteur qui vient voir si tout se passe bien, mais on voit bien que la relation de travail est beaucoup plus directe. C'est l'entreprise qui donne le travail à faire, qui donne les consignes de travail directement aux travailleurs des ESAT. Donc, je rappelle juste le cadre juridique des mises à disposition individuelles, donc qui relève du Code de l'action sociale et des familles, qui est un dispositif qui est forcément transitoire. Donc, je vais vous lire la définition. Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi des travailleurs des AT, donc avec l'accord des intéressés, on définit un contrat, une mise à disposition pour qu'une ou plusieurs personnes handicapées soient mises à disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique. Donc, vous voyez que cette mise à disposition est tout à fait ouverte au secteur public que vous représentez aujourd'hui. Donc, quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité, donc il peut être à temps partiel également. En ESAT, le temps maximum hebdomadaire est 35 heures, mais en règle générale, les mises à disposition individuelles sont sur des temps réduits pour que le travailleur puisse retourner en ESAT au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc, le travailleur des ESAT reste rattaché à l'ESAT. Et pour autant, il y a un contrat qui est établi entre les ESAT, la personne qui est mise à disposition et l'entité auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
Cette mise à disposition individuelle donc, a une durée de 2 ans au maximum et elle est communiquée à la MDPH. On peut prolonger cette mise à disposition individuelle, mais toujours avec l'accord de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc, vous voyez que sur ce dispositif de la mise à disposition individuelle, on est déjà dans une transition. Le travailleur reste sous l'autorité de l'ESAT, dans le sens où son contrat est géré par l'ESAT. S'il y a une difficulté, s'il y a un accident de travail, tout ça est géré par l'ESAT, mais il est mis à disposition et finalement, il commence à s'insérer dans une organisation de travail qui permet peut-être d'envisager après les dispositifs que Madame Corveau a présentés tout à l'heure, les dispositifs d'embauche. Donc ça, je voulais quand même revenir sur ce dispositif qui me paraît très intéressant, très porteur, parce que finalement, il permet de rassurer tout le monde, le travailleur, l'entreprise ou l'administration qui accueille le travailleur et l'ESAT aussi, qui continue son accompagnement ainsi sur cette période-là avant de pouvoir passer la main. Donc, pour rappel, je vais passer à la slide d'après. Pour rappel… Vous au sein du coup de votre ESAT, vous avez combien de personnes qui ont déjà, qui ont déjà expérimenté la mise à disposition individuelle? Ou une proportion? Alors c'est une faible proportion. Hein, ça ne correspond pas vraiment au panel des travailleurs d'ESAT. Hein. Je rappelais tout à l'heure qu'un travailleur d'ESAT, pour avoir une notification MDPH, c'est 1/3 de capacité par rapport à un travail dit classique. Donc, on voit bien que pour être mis à disposition individuelle, il faut beaucoup d'autonomie, de l'autonomie dans les transports, de l'autonomie aussi et de la capacité à pouvoir répondre à une demande de travail. À réagir. Voyez, donc il n'y a pas d'encadrement permanent de l'ESAT. Donc, ce sont des situations, je dirais, ça peut représenter jusqu'à 10% des travailleurs d'un ESAT. Mais pour autant, ce sont des possibilités souvent qui sont mises en place après des prestations de service. D'accord, c'est pour ça super. que je parlais de parcours. Vraiment, la prestation de service, c'est une prestation de service sous vraiment l'autorité complète de l'ESAT. Donc là, il y a une équipe qui arrive avec un moniteur qui est présent. Et quand un partenariat se tisse, parce que c'est ça qui est important d'envisager pour que ça marche bien, ce sont des partenariats au long cours qu'il faut construire avec les ESAT. Quand on a identifié un besoin, un type de prestation, un type de besoin qu'on peut identifier au sein de son administration ou au sein de son entreprise, et un ESAT qui développe ce type d'activité, eh bien, finalement, il faut tricoter au fil du temps un partenariat qui souvent démarre par des prestations de services et ensuite qui peut déboucher par des mises à disposition individuelles, et on le verra plus tard avec d'autres perspectives encore liées au plan de transformation des ESAT. Mais c'est vrai que ça représente une partie, je dirais 10% à peu près d'un ESAT. Vous avez à peu près 10% des travailleurs qui ont cette capacité individuelle d'autonomie à pouvoir passer en mise à disposition. Merci beaucoup, pour ces précisions. Alors, donc sur la slide d'après, c'était vraiment un rappel, mais ça vous a été dit. Ne pensez pas qu'un ESAT ou une EA, c'est forcément de l'espace vert, c'est forcément de la restauration, c'est forcément de la numérisation, de l'impression, c'est forcément de l'entretien des locaux. Les EA et les ESAT, finalement, ils font de tout, comme toutes les entreprises. Voilà, nous avons des ESAT qui font du vin, des ESAT qui font de la bière, nous avons des ESAT qui gèrent des eaux. Voilà, je sais qu'il y a même, je crois, dans la culture d'huîtres. Donc, en fait, un ESAT ou un EA, il s'adapte à la vie économique de son territoire et donc il cherche des opportunités. Donc, ne mettez pas les ESAT et les EA dans des cases, même si effectivement il y a des activités traditionnelles, ça je ne vais pas non plus le nier, mais vous serez surpris de consulter donc les annuaires qui seront mis à votre disposition pour voir le panel d'activités des ESAT et des EA. La slide d'après. Donc là, vous avez oui, la slide d'après, merci. Encore celle d'après? Oui. Ah non, pardon, excuse. En fait, j'ai un petit temps de décalage. Ok, pas de souci. Voilà, donc là, effectivement, je n'ai pas rappelé le panel d'activités, mais je vous laisserai regarder en fonction de vos besoins et vos idées
hein, les secteurs d'activité. N'hésitez pas, voilà, ça c'est vraiment un message que je vous lance. N'hésitez pas à regarder au sein de votre administration ou de votre entreprise ce que vous n'avez pas le temps de faire, ce que vous ne pouvez pas faire dans le cadre de votre organisation. Et n'hésitez pas à regarder si vous avez des ESAT et des EA autour de vous, donc qui font déjà ces activités, ou même des ESAT et des EA qui ne font pas cette activité, mais qui sont proches de vous, avec qui vous pouvez prendre contact pour monter des partenariats. Nous, on a énormément d'activités qui se sont montées parce qu'il y a une entreprise qui était voisine qui nous a dit, voilà, j'ai besoin de ce type de prestation, est-ce que vous pouvez vous adapter? Et nous, c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer. Je vous donne l'exemple. Donc, moi, je me situe à Montreuil. Montreuil, vous le savez, il y a énormément de… Voilà, il y a BNP Paribas, pour ne pas les nommer, qui est énormément implanté dans cette commune. Et donc, ils nous ont demandé, il y a quelques années, de développer de la conciergerie d'entreprise. Donc, c'est-à-dire des services qui sont offerts aux employés des différents immeubles de services qui sont autour de nous pour offrir du pressing, offrir des paniers bio, etc. Donc, c'est pour vous donner un exemple que c'est d'une activité que nous ne faisions pas, vraiment sur lequel nous n'étions pas positionnés. Et par le contact, par le partenariat tissé avec l'environnement, nous avons développé cette activité de conciergerie d'entreprise qui aujourd'hui se développe à l'INSEP, donc structure publique, donc à Vincennes. Donc, c'est pour vous dire que n'hésitez pas, quand vous repérez un besoin, quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler, à identifier les ESAT et les EA qui le font par le biais des annuaires, mais surtout à contacter des ESAT et des EA proches de vous et pour lancer des partenariats. C'est vraiment le mode de faire. Un ESAT, un EA s'adapte à son environnement. Ça nécessite du temps. Voilà, on n'achète pas une prestation ou on ne déclenche pas une mise à disposition individuelle comme ça rapidement. Ça nécessite un partenariat, ça nécessite de se connaître, de bien identifier les besoins, les capacités de l'ESAT et des travailleurs. Mais c'est un partenariat qui sera gagnant dans le temps et durable, avec des taux de satisfaction qui sont des très beaux taux de satisfaction et que vous avez à l'écran. Juste la slide d'après. Donc là, c'était un petit rappel sur vos ressources pour trouver vos partenaires. Exactement, voilà. Comme vous pouvez le voir, du coup, les réseaux sont plutôt nombreux. Donc, vous avez forcément le réseau GESAT, qui est du coup un groupement économique des ZAT et d'entreprises adaptées. Vous avez l'UNEA, qui est plutôt spécialisé sur les entreprises adaptées, Andeco. Vous avez l'emploi de l'inclusion. Donc, c'est une plateforme qui a été créée par l'État pour mettre en lien justement les employeurs privés et publics avec le secteur protégé ou adapté. Donc, voilà, ne pas hésiter à aller sur ce site, à s'inscrire. Vous avez aussi une partie où vous pouvez avoir des échanges avec des professionnels, aussi peut-être pour vous donner des exemples de ce qui a pu être fait. Vous avez pour les travailleurs indépendants handicapés l'inclusion, qui par exemple, quand vous lancez un marché réservé ou quand vous recherchez aussi des acteurs pour des clauses sociales, c'est faire appel à l'inclusion pour pouvoir faire le lien avec différents types. Parce que du coup, ils accompagnent, à la fois ils sont une plateforme pour référencer, mais ils font aussi de l'accompagnement des travailleurs indépendants handicapés. Donc voilà, ça peut être aussi des partenaires. Donc là, l'objectif, c'était de vous donner un rapide panel des acteurs du secteur. Il y en a plein d'autres, mais l'objectif, voilà, c'est que vous ayez une idée et que vous puissiez vous dire, voilà, je pense achat ou relation avec le secteur adapté, protégé. Hop, je contacte ces réseaux qui peuvent faciliter la mise en relation et donc du coup forcément la mise en place du partenariat parce que vous n'êtes pas forcément sachant sur le domaine et donc là vous allez avoir des interlocuteurs uniques qui vont vous dire nous on va vous mettre en relation avec telle ou telle entreprise sur telle ou telle prestation et autres. Donc n'hésitez pas à prendre attache avec eux, ils sont là pour ça, ils sont là pour valoriser le travail de ces ESAT, de ces EA, de ces travailleurs indépendants handicapés. Et vous avez donc des annuaires, si vous voulez aussi avoir des contacts directs, c'est à votre choix. Alors, je voudrais faire un petit zoom à présent sur un petit peu l'actualité des ESAT et notamment le plan de transformation des ESAT qui offre de nouvelles possibilités, donc au-delà de celles que je vous ai déjà présentées. Alors, je voulais quand même vous donner quelques informations sur ce plan de transformation des ESAT qui est un plan majeur qui a été lancé
suite à un rapport de l'IGAS en 2019, un plan qui a été lancé en 2021 avec 17 engagements, 31 mesures et une mise en œuvre depuis 2022, donc avec des supports législatifs. Il y a vraiment à travers ce plan de transformation des ESAT un soutien réaffirmé par le gouvernement au modèle des ESAT, dont la plus-value sociale a été prouvée, puisque finalement un travailleur d'ESAT génère de la richesse, génère des cotisations sociales et surtout en termes d'émancipation et en termes d'autodétermination, vraiment est dans une situation de renforcement de son pouvoir d'agir, de son pouvoir d'agir et d'épanouissement dans sa vie professionnelle et plus largement, puisqu'en ESAT, nous avons, comme vous l'avez compris, une mission plus large d'insertion sociale. Et finalement, quand on quantifie même d'un point de vue vraiment budgétaire le coût d'un ESAT et la richesse produite par l'ESAT, on voit bien que c'est un modèle qui est performant et qui permet de créer de la richesse, sans parler bien sûr de l'épanouissement des travailleurs. Et donc, c'est un modèle qui est quand même qui n'est pas développé dans tous les pays d'Europe, hein, qui est un modèle intéressant parce qu'il permet, quand on compare les modèles d'insertion professionnelle en Europe, on voit bien que les pays qui n'ont pas de secteur protégé, des AT, finalement, il y a énormément de personnes en situation de handicap qui sont finalement dans une situation d'inactivité, certes avec des allocations, mais sont dans une situation d'inactivité. Donc, les ESAT permettent de toucher vraiment une population qui, sans ce modèle protégé, ne serait pas en situation d'emploi et permet de déployer des parcours vers le milieu ordinaire. Donc, ce plan de transformation des ESAT a permis vraiment d'impulser une dynamique de parcours et a ouvert des nouvelles perspectives d'insertion vers le milieu ordinaire. Donc, c'est là-dessus que je voulais insister, puisque désormais, les travailleurs des ESAT peuvent s'inscrire à Pôle emploi, donc France Travail demain, et peuvent désormais cumuler, et ça c'est tout nouveau, un temps partagé entre l'ESAT et un contrat, donc en milieu ordinaire. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous avions tous les dispositifs qui vous ont été présentés, donc les dispositifs de recrutement que Madame Corveau vous a présenté tout à l'heure, et moi je vous avais présenté des dispositifs finalement d'insertion professionnelle par le biais des prestations de services et les mises à disposition individuelles. Là, il y a une nouvelle modalité qui est permise désormais par la loi, c'est qu'un travailleur des ESAT peut accumuler donc un temps partiel en ESAT et un temps partiel en milieu ordinaire, donc avec un CD, un contrat classique, hein, ça dépend de l'entité qui le recrute. Donc, c'est une autre possibilité qui permet aussi de sécuriser finalement des parcours avec des personnes qui sont au départ peut-être les plus éloignées de l'emploi direct. On voit bien que, vous voyez, on a la possibilité de faire une prestation de service, une mise à disposition individuelle. On peut peut-être basculer sur un cumul, enfin un temps partagé entre l'ESAT et l'administration ou l'entreprise, ce qui permet de sécuriser un recrutement direct ensuite dans le secteur public, avec un droit au retour, bien sûr, en ESAT, quand on est dans ces temps partagés. Hein, il y a, bien sûr, nous avons l'obligation, si ce contrat s'arrête pour les raisons pour lesquelles, voilà, ça c'est quelque chose que nous n'allons pas gérer, la personne peut retourner à temps plein à l'ESAT. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous indiquer, en vous indiquant que le nom des ESAT a changé, parce qu'on parle d'établissement d'aide par le travail, désormais on parle d'accompagnement. Le A d'ESAT change et désormais c'est un établissement qui accompagne, et la notion de parcours est vraiment réaffirmée dans ce plan de transformation des ESAT, avec la mise en opérationnalité de ces droits aux allers-retours qui sont désormais juridiquement possibles, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les dispositions du plan de transformation des ESAT, hein, mais il y a un renforcement de la formation, il y a différentes dispositions qui permettent vraiment de soutenir les ESAT dans leur position d'accompagnement de parcours, avec des partenariats et des conventions qui sont signées avec Pôle emploi
et demain France Travail. Alors, je ne sais pas si vous avez… je pense qu'il y aura des questions plus à la fin, c'est ça, Madame Corbeau? Oui, tout à fait, il y aura des questions à la fin, mais en tout cas, merci du coup pour toutes ces indications, parce que c'est vrai que les ESAT sont très méconnus des employeurs publics, mais aussi des privés. Parfois même, parfois aussi du service public de l'emploi. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur l'importance, en effet, de ces structures pour accompagner les parcours professionnels des personnes en situation de handicap. En effet, l'objectif est vraiment que l'ensemble de ces personnes puissent accéder à une activité professionnelle, alors certes adaptée en fonction des besoins, mais en tout cas qu'ils puissent contribuer aussi à créer de la valeur économique et aussi d'avoir cette place sociale. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la partie professionnelle fait aussi partie de notre identité. Donc, c'est important qu'ils puissent contribuer du coup à l'ensemble de cette société. Donc, merci beaucoup du coup pour toutes ces précisions. Et peut-être pour conclure ce Zoom, c'est aussi peut-être de préciser que le FIP a aussi cette logique d'accompagnement et en tout cas de facilitation de lien entre le secteur adapté protégé et les employeurs publics. Et à ce titre, il finance notamment l'accès à des plateformes du milieu protégé. Donc, on en parlait tout à l'heure, le réseau GESAT, l'UNEA, Andeco, l'inclusion, toutes ces choses-là. Et notamment, il va prendre en charge les dépenses qui vont être notamment, par exemple, l'accompagnement à l'utilisation de l'outil, une assistante juridique de base, le développement de la connaissance de l'offre locale, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif, donc ça peut être un accompagnement, les études de faisabilité sur la partie achat. On sait, le secteur public est très structuré, vous avez beaucoup de règles pour mettre en place vos achats. Donc, ça peut être aussi de financer ce temps-là et le recours à des spécialistes. La constitution aussi d'un dossier fournisseur. Donc, voilà, le FIP peut vous accompagner justement dans la mise en œuvre de cette politique d'achat responsable, mais aussi dans cette politique de passerelle avec le milieu protégé. Donc, voilà, de ne pas hésiter aussi à mobiliser du coup, cette aide. Nous avons fait du coup un gros zoom sur le secteur protégé ou adapté. Donc, en gros, quels sont les acteurs, comment on peut faire le lien entre ces acteurs et les employeurs publics. Et donc là, l'objectif, c'est de clôturer ce webinaire sur un retour d'expérience et un retour d'expérience d'un employeur public et notamment de la mairie de Logne pour savoir comment, un peu la genèse du projet, comment s'est opéré ces passerelles, pourquoi, est-ce qu'il y a eu des difficultés, à qui ils ont fait appel. Enfin, voilà, l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre comment un employeur public peut faire appel au secteur adapté protégé. Et pour cela, je propose d'avoir une interview un peu interactive avec Elisabeth Pereira, qui est directrice des ressources humaines de la ville de Logne. Elisabeth, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Mais vous m'entendez? Oui, parfait, super. Tout d'abord, merci beaucoup Elisabeth pour ce temps et pour cet échange, parce que c'était vraiment très important pour nous d'avoir aussi la parole d'un employeur public dans le cadre de ce webinaire. Ce que je vous propose peut-être pour débuter cette interview, c'est peut-être de vous présenter et de nous présenter votre collectivité, histoire qu'on connaisse un petit peu voilà, quel est le contexte et surtout quelle est votre connaissance vis-à-vis du handicap. Alors, je travaille sur la ville de Logne depuis maintenant 3 ans. J'étais adjointe aux ressources humaines et maintenant on dirait 5 ans d'expérience dans les ressources humaines. J'étais dans une collectivité plus petite. Donc, Logne, c'est une ville du 77, de taille moyenne, il y a 15 000 habitants et on a un peu plus de 350 agents. Super. Donc, voilà. Au niveau du coup de nos obligations d'emploi, on est donc sur les obligations de 6% du nombre légal des bénéficiaires et nous, on a atteint un peu plus de 8%. D'accord. Et donc, du coup, de mémoire, c'est 8%. Alors, Elisabeth, on ne vous entend pas forcément très bien. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de couper la caméra pour récupérer un petit peu de flux. Voilà, vous m'entendez mieux? Oui, je vais peut-être me je pense que ça rapprocher. va être mieux. Du coup, ça va être sans doute moins assuré. Donc, du coup, vous avez 19 agents en situation, 26 agents en situation de handicap
au sein de votre collectivité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner sur quel type de fonction ils sont ou quel type de métier, filière métier? Alors là, il y a vraiment de tous les métiers, hein. On a vraiment tous les métiers. On a des agents reconnus travailleurs handicapés. On a aussi des agents qui ont été placés suite à un reclassement, donc une aptitude qui ont été reclassés au sein de notre collectivité. On a des agents reconnus par la MDPH. C'est vraiment un panel, on a de tout comme agent et dans tous les services. On n'a pas de service particulier, non. Ok, très bien. Parfait. En termes du coup de connaissances, en tout cas d'action sur la thématique du handicap, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelles sont les actions que vous avez déjà mises en œuvre pour, voilà, pour peut-être éclairer vos pairs sur ce qu'on peut mettre en place quand on est un employeur public et qu'on souhaite favoriser l'emploi ou le maintien des personnes en situation de handicap dans son organisme? Alors nous, on a un très bon ESAT et un EA du coin, du 77. Et en fait, on met en place des PMSMP, des mises en situation. Donc, les ESAT nous contactent en nous disant est-ce que vous pouvez accueillir telle personne en stage. En fait, c'est une immersion. Et du coup, on reçoit ces personnes-là. Et du coup, ça permet aussi de sensibiliser nos agents et nos responsables à l'accueil de ces personnes-là, en sachant qu'en amont, on a quand même eu des réunions avec les directeurs, les responsables et les agents sur l'accueil de ces. On a sensibilisé nos agents et nos directions sur l'accueil de ces personnes. Et ce qu'on a aussi fait, c'est on a participé au Duoday. On est sur notre deuxième année, depuis que je suis en RH, on est sur notre deuxième année de participation au Duoday, donc la journée nationale dédiée au handicap, où donc c'est une journée dédiée où on accueille des personnes handicapées qui se mettent en duo, qui sont en duo avec un professionnel. Et voilà, l'année dernière, on a eu 5 personnes, cette année, on a eu 4 personnes. Donc, et nos agents sont très demandeurs. Ils sollicitent beaucoup cette journée du Duoday. Et voilà, on met les annonces. Moi, je vois avec les responsables qui souhaitent accueillir durant le Duoday. Et là, j'ai tous mes responsables qui me disent oui, pas de souci. Du coup, on met nos annonces sur le site du Duoday et voilà, on accueille des personnes en situation de handicap pendant ce Duoday. On a également mis en place pendant notre. Nous, on n'a pas la semaine de la QVT, on fait ça un petit peu après la semaine de la QVT, de la qualité du travail, pardon, pour nos agents. On fait des journées feel good pour nos agents et on a intégré, donc c'est un peu de la sophro, des massages, du sport aussi, ou optimiser ses pauses, voilà, des conseils pour nos agents. Et on a également fait l'année dernière un escape game sur le thème du handicap, avec des mises en situation sur le thème du handicap lors de ce feel good. Aussi, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est le maintien de nos agents reconnus inaptes à leur fonction. C'est-à-dire, on va mettre en place, donc s'ils sont reconnus inaptes à leur fonction, on leur demande aussi de faire un dossier de reconnaissance RQTH auprès de la MDPH. Moi, je les accompagne pour faire ce dossier s'ils le souhaitent, bien sûr, ou je les dirige vers notre CCAS pour qu'ils puissent faire leur dossier MDPH. Et du coup, on met en place la préparation au reclassement avec le centre de gestion et du coup avec des mises en situation également, et on fait tout pour garder nos agents qui sont du coup reconnus inaptes à leur fonction. D'accord. Donc, voilà, donc il y a toutes ces petites mesures qui font que voilà, on essaye de favoriser aussi l'insertion des agents handicapés et le recrutement. Donc, vous êtes plutôt actif sur le sujet et en tout cas, vous avez l'envie de perdurer en termes, que ce soit en termes d'action, de sensibilisation ou de maintien dans l'emploi. Concernant du coup le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est du coup donc les passerelles qui peuvent se faire avec les secteurs protégés ou adaptés et du coup l'intégration dans la fonction publique. Aujourd'hui, vous avez pu mettre en œuvre combien de passerelles et dans quel contexte? Alors, je vais vous dire deux. Une, c'est complètement insérée au sein de notre collectivité. Une deuxième qui arrive là en début d'année. D'accord. Donc, on a une personne qui est là depuis 2 ans et une autre personne qui arrive au 1er janvier 2024. Donc, la première personne, c'est une personne issue justement du Duoday qui est venue il y a 2 ans. Donc, on avait mis des annonces sur le site
par le biais de son ESAT, de son entreprise protégée, elle a postulé sur un poste des espaces verts. Elle est venue chez nous une journée. On avait un poste vacant. On vous souhaitait recruter en PEC, un parcours emploi compétences. Et du coup, comme cette journée s'est très bien passée, on a mis en place avec l'entreprise protégée une période d'immersion déjà, donc un stage. Il est venu chez nous en PMSMP durant, il me semble, c'était un mois. Et du coup, ensuite, on l'a recruté dans le cadre d'un PEC. D'accord. Donc, avec, voilà, tout, à 100%. Par contre, il était chez nous à temps complet, avec les aides de l'État, bien sûr, les subventions de l'État. Et au bout d'un an, donc on aurait pu le renouveler, mais on a souhaité plutôt l'embaucher sur un poste vacant qu'on avait, un réel poste vacant, du coup, de droit public, pardon. Et normalement, cet agent va être stagiairisé d'ici peu. Parfait. Il va intégrer vraiment la fonction. Oui, c'est super. Une belle réussite. Exactement. Une très belle réussite. Justement, pour pouvoir mettre en œuvre cette réussite, vous avez pu être accompagné par quel partenaire pour justement vous accompagner dans chaque étape? Par son entreprise protégée, du coup, par les AT, on a eu un beau partenariat avec eux, mais également avec le Cap Emploi. Du coup, le Cap Emploi, on faisait des bilans, des réunions bilans. En fait, déjà, dès le début du stage, on a fait une réunion avec l'agent, le Cap Emploi, les AT et nous. Et ensuite, dès qu'on a, même avant de signer le PEC, le contrat, le parcours emploi compétences, on a refait une réunion pour organiser du coup son insertion chez nous, pour que tout se passe bien, avec les conseils du Cap Emploi et de l'ESAT, et également avec un parcours de formation dédié pour cet agent, avec la nomination aussi d'un référent, un agent référent, enfin son responsable, le référent des espaces verts, qui était vraiment la personne qui l'accompagnait. Il avait un tuteur vraiment, il savait à qui se référer. Et tous les 3 mois, durant le PEC, on faisait des réunions bilan pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, sincèrement, rien n'allait pas. Tout allait bien, tout allait très bien. Au début, on a eu un petit souci avec l'agence, et juste pour lui, c'était son intégration. Son intégration en milieu ordinaire a été un petit peu compliquée. Il se posait beaucoup de questions surtout. Donc, voilà, c'était. Des questions qu'il se posait? Il se demandait, lui, s'il était bien intégré, s'il était considéré comme les autres agents. Voilà, c'était des questions qu'il se posait, lui, en fait. Et donc, on l'a rassuré, le référent également. Et du coup, on a fait d'autres réunions avec les AT. En lien avec les AT, on se voyait un peu plus souvent. Et voilà, lui, son problème, c'était, il nous disait, voilà, je suis en PEC, je ne suis pas comme les autres. Donc, on lui disait que si, les missions étaient les mêmes, le contrat n'était pas le même, mais les missions étaient exactement les mêmes. Donc voilà, et que c'était un poste qu'on voulait pérenniser, et, on le rassurait. Donc voilà, par contre, avec l'équipe, tout se passait bien. On a d'autres agents reconnus travailleurs handicapés au sein de ce service-là. Donc, il n'y a eu aucun souci par rapport à ça. Il fallait juste vraiment l'épauler pour son intégration en milieu ordinaire. D'accord. Et est-ce que vous avez sensibilisé l'équipe? Comment vous avez du coup préparé l'équipe à son intégration, à son arrivée? En amont, déjà, même on ne vous entend plus, Elisabeth. avant, j'ai solidé, comme je vous l'ai dit, et j'ai reçu les. Allô? Oui, je suis là. C'est bon, là, je vous entends. Vous m'entendez? Donc, j'ai donc fait des réunions avec les directeurs et les responsables pour mettre en place déjà ces journées du duodet et les immersions également, leur dire qu'on allait recevoir, qu'on allait accueillir des personnes porteuses de handicap, que nous, en tant qu'employeurs, nous ne connaissions pas leur handicap. On n'avait pas à le connaître au niveau médical. Après, s'il y avait des adaptations post, il fallait les faire. Mais voilà, parce que les questions, c'est vrai, c'était « mais qu'est-ce qu'il a ?» Et nous, on leur disait « on n'a pas à savoir ce qu'il a, on sait qu'il est apte à exercer ces missions-là, c'est le plus important. » Après, l'accompagnement, c'est avec nous, en tant qu'employeur et le référent. Mais voilà, même dans les duodets, quand on recrute au duodet, on ne connaît pas le handicap de la personne. Nous, on veut juste savoir quelles sont les conditions pour accueillir au mieux cette personne. Super. Et donc, du coup, vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez du coup recruter, enfin, en tout cas, intégrer un second agent dans le cadre, enfin, en tout cas, en début d'année. Il va être sur quel type de fonction?
Alors, c'est une personne qui est issue du même ESAT que notre premier agent. D'accord. Voilà. Et sur les mêmes fonctions, aux espaces verts également. D'accord. Super. D'accord. Qu'on recrute, qui est venu en stage d'immersion, en fait, pareil. C'est une personne qui a fait un stage d'immersion parce que notre agent, le premier agent, lui a parlé de la collectivité, de notre collectivité, et du coup, elle nous a demandé, elle a souhaité faire un stage au sein de notre collectivité. Et aussi, on a eu un poste vacant, on a eu un poste qui s'est libéré, donc on peut la recruter. Elle a déjà fait sa période d'immersion, elle a déjà fait son stage, et là, c'est vraiment, on part sur un contrat PEC également. D'accord. Peut-être pour les employeurs publics qui nous écoutent, quels seraient les 3 conseils que vous pourriez leur donner pour mettre en œuvre une passerelle entre le milieu protégé ou adapté et leur organisation? Alors, moi, les 3 conseils, ça serait déjà l'accompagnement. Voilà, par les ESAT, par le Cap Emploi, le Pôle Emploi, d'avoir vraiment des référents pour pouvoir au mieux accueillir ces personnes-là. Ensuite, une fois qu'une personne est intégrée, je dirais l'écoute de cette personne, ou même de nos agents qui peuvent aussi avoir des difficultés pour accueillir ces personnes-là. Nous, on est ouvert, on peut le comprendre. Donc, l'écoute du collaborateur qu'on recrutera ou de nos équipes à nous. Mais du coup, aussi passer par la sensibilisation en amont, la sensibilisation des équipes en amont sur ce type de personnel. Super. En tout cas, merci beaucoup, Elisabeth, pour ce partage d'expérience. Vous l'aurez tous compris, du coup, la passerelle entre le milieu protégé ou adapté et la fonction publique est possible. Alors, ça demande en effet différentes étapes, ça demande des accompagnements et de s'entourer aussi de partenaires, que ce soit les acteurs du secteur adapté protégé ou du coup le Cap Emploi, le Pôle Emploi, qui peuvent être vraiment des acteurs ressources sur ce type d'intégration, parce que voilà, ils ont cette connaissance et ils vont pouvoir faire le lien et vous accompagner en tant qu'employeur à sélectionner peut-être la bonne modalité de contrat, le bon accompagnement, à sensibiliser le collectif pour favoriser du coup l'insertion durable de ces collaborateurs. Vous avez aussi forcément le FIP, qui est là aussi, qui est un acteur qui peut vous accompagner, notamment au travers des différentes aides, les mobilisations de ces aides. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, à, à capitaliser justement sur l'ensemble de ces acteurs pour favoriser. Et vous l'aurez compris, en faisant travailler des travailleurs en situation de handicap de ce secteur d'activité, le secteur protégé et adapté, vous permettez l'inclusion des personnes en situation de handicap, vous permettez à ce qu'ils aient une place dans notre société. Donc voilà, ça passe bien sûr par des achats responsables, mais ça passe aussi par des mises à disposition individuelles, par des intégrations propres dans la fonction publique. Il y a un panel de solutions pour créer du lien avec le secteur adapté protégé. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer par un temps d'échange avec la salle virtuelle. Je vous propose que les personnes qui souhaitent du coup intervenir, j'avais Jacqueline Châtelain qui souhaitait intervenir. Voilà, qu'elle puisse prendre la parole et puis je vais regarder les échanges dans la discussion pour voilà. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Voilà. Je souhaiterais savoir comment fonctionne le temps partagé sur le plan social pour les salariés des ESAT qui sont à temps partagé, puisque les usagers des ESAT ne sont pas soumis au Code du travail et ne cotisent pas pour la retraite. Donc, quand ils sont dans une entreprise, quel est leur statut sur le plan social? Peut-être Emeline, si vous pouvez répondre à la question. Alors, le temps, effectivement, les travailleurs des ESAT ne relèvent pas du Code du travail, ils relèvent du Code de l'action sociale et des familles, mais leur temps de travail en ESAT est bien pris en compte pour leur retraite. Voilà, donc il y a bien une prise en compte pour leur retraite. Et donc, par rapport au temps partagé ESAT milieu ordinaire, eh bien,
par rapport à ce qui regarde l'obligation de l'employeur, eh bien, ils cotiseront à hauteur du temps partagé qui sera classique, hein, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un dispositif de droit commun quand vous les employez à hauteur d'un mi-temps, je dis, voilà, par exemple, mais le temps, je vous rassure sur le fait que le temps passé en ESAT est bien pris en compte pour la retraite dans les durées d'assurance, voilà, sur des modalités spécifiques. Alors, le temps partagé, non, le temps partagé, c'est vraiment pour les ESAT, puisque en EA, on est bien sur un statut de droit commun d'un travailleur dépendant du Code du travail. Donc, le dispositif que je vous ai présenté, c'est une nouveauté spécifique aux ESAT. Oui, alors, ça j'ai bien compris, mais ma question c'était, excusez-moi, est-ce que le temps partagé que fait une personne en ESAT, il peut la faire en EA aussi? Il peut aller en temps partagé vers une EA, puisqu'une EA c'est le milieu ordinaire, mais... Alors là, le dispositif, oui, c'est le milieu ordinaire. Donc, ça, c'est. Alors, pour l'instant, ce qui est plutôt favorisé, c'est le temps partagé ESAT milieu ordinaire, au sens classique du terme, et pas le milieu adapté, même si le milieu adapté est du milieu ordinaire. Mais ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu encore mis en œuvre, mais peut-être que ça sera mis en place. C'est vrai que l'objectif, c'est quand même de favoriser l'insertion en milieu ordinaire classique, hein. Donc, ce n'est pas de faire des passerelles à l'intérieur de passerelles, vous voyez, c'est quand même l'objectif, c'est pour ça que je vous ai parlé de prestations de services, de mise à disposition individuelle et de temps partagé. Si un travailleur d'ESAT veut aller en EA, il peut y aller, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a des partenariats qui sont rendus obligatoires entre des ESAT et des EA. Mais là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'insertion en milieu ordinaire avec ces différents accompagnements et ces différentes passerelles. Et donc, c'est à ce titre-là que je vous ai présenté ce dispositif. Je pense que c'est bien aussi que des travailleurs d'ESAT, s'ils le souhaitent, puissent travailler dans une entreprise de droit commun qui ne soit pas une entreprise adaptée. Voilà, ça c'est l'objectif aussi de ce dispositif. C'est nouveau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour le coup, les questions du chat, on vient de les traiter. Mais écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation. Pour information, parce qu'il nous reste une dernière... un dernier webinaire pour les semaines à venir. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'ensemble des outils, des replays sur le site du FIP, mais vous recevrez également forcément un lien du replay ainsi que le support de présentation et des liens pour des annuaires du secteur adapté protégé dans le cadre à la suite du webinaire. Donc ça, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai toutes vos adresses mail, donc je vous adresserai tout l'ensemble de ces supports. Mais bien sûr, vous avez le prochain webinaire qui aura lieu le 12 janvier matin également, et qui là sera sur la thématique du travail et du spectre de l'autisme. Quels sont les acteurs et les dispositifs mobilisables? Donc voilà, comment favoriser l'emploi de ces personnes en milieu ordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à participer. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire dans le cadre de ce webinaire. Vous avez sur le site le lien pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Et puis en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes mi-décembre. Donc voilà, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à tous à l'année prochaine pour le prochain webinaire. Merci à tous, très bonne fin de journée.